Première partie, la piste. Chapitre 1. La douleur. Elle me broie, elle me lance, elle se rappelle à toutes mes articulations, comme si j'étais tombée de 12 mètres de haut sur le sol glacé où je repose maintenant. Je n'ose pas faire un geste, je n'en ai pas la force ni le courage. J'ai l'impression que la moindre action sur mes muscles me tuerait sur place, dans un ultime spasme de souffrance. Même respirer me fait mal. Alors, j'appelle de tous mes vœux un retour à l'inconscience dont je viens de sortir. Mais je n'aurai pas cette chance. Comme à chaque fois, il me faudra endurer cette torture jusqu'au bout. La douleur est pour moi une vieille compagne, comme une maîtresse indigne et cruelle, mais que l'on n'arrive pas à repousser pour de bon. Elle revient régulièrement, me domine pendant plusieurs jours, me faisant danser entre félicité et désespoir. Puis elle disparaît un beau matin, me laissant à la fois soulagée et accablée de solitude. Je rattrape alors le cours de ma vie, en songeant à sa prochaine visite. Peu à peu, le bon sens reprend le dessus, et j'espère ne plus jamais la revoir. Mais elle n'a que faire de mes désirs. Elle est venue et viendra encore. Quoi que je puisse dire ou faire, dès qu'elle se présente, je lui suis totalement soumis. Elle commence à se retirer, heureusement. Ce que je ressens alors n'est plus qu'une crampe généralisée qui se transforme tout doucement en langueur. De la souffrance, je passe à la fatigue. J'ignore combien de temps il faut pour cela. Peut-être 1 minute, peut-être 10 fois plus, ou même 20. D'autant que cela commence bien avant mon réveil, paraît-il. De toute manière, je trouve cela toujours trop long. J'ai hâte de récupérer le contrôle de mon corps, ne serait-ce que pour ôter ma joue de ce sol puant d'urine, mon urine. Enfin, je trouve assez de courage pour soulever la tête, grimaçant malgré tout sous les élancements douloureux que ce mouvement provoque. Puis, je me redresse sur un coude et me tourne vers l'autre côté, vers les barreaux. Hugo Van Helsing attend derrière, comme à chaque fois. Il quitte son fauteuil et m'adresse un petit salut amical, auquel je ne réponds que d'un clignement de paupières. Il ne m'en voudra pas. Il sait que j'ai besoin de temps pour reprendre une attitude véritablement humaine. Il n'oublie pas que pendant les premières heures suivant mon réveil, je garde en moi une certaine colère, une violence que je m'efforce d'étouffer, une véritable humeur de chien. Passent quelques minutes encore, puis j'ai enfin la force de me lever. Van Helsing a déjà fait travailler les vérins bloquant la lourde porte de ma cage. Il me tend ma robe de chambre, connaissant ma pudeur et l'amertume que j'ai à me réveiller nue et couvert d'excréments. Pour chasser au plus vite mes derniers démons nocturnes, je dois me comporter comme un homme. Je remercie donc Hugo d'un signe de tête, en filant le peignoir sur mon corps glacé. Puis je remarque que son regard cherche le mien, et je devine qu'il n'est pas descendu jusqu'ici juste pour me libérer. « Il y a du nouveau », m'annonce-t-il bientôt, « une piste sérieuse, semble-t-il. » Je cherche une manière de lui répondre, de l'encourager à m'en dire davantage, mais seul un grognement impatient monte de ma gorge. Il est encore trop tôt pour que je puisse formuler des mots. Par chance, Van Helsing en est conscient. « Allons là-haut, propose-t-il, le petit déjeuner nous attend. » J'acquiesce avec gratitude, mon estomac restant la seule partie de mon être à souffrir la torture. J'ai une terrible envie de viande saignante. J'espère qu'elle passera, le temps que je me mettrai à nettoyer, pour se transformer en une faim plus conventionnelle. Au moment de quitter la prison, mon regard tombe sur le bas de pantalon déchiré de Hugo. Déchiré par moi, sans doute. Imaginer ce qui aurait pu advenir suffit presque à me couper l'appétit. Le bedlam réaménagé de Van Helsing comporte sans doute un bon nombre de salles de bain, mais j'ai mes habitudes dans la première d'entre elles, la plus proche des souterrains. Je ne supporte pas l'idée de répandre mon odeur d'urine plus loin, dans le décor parfois luxueux du maître des lieux. Hugo m'abandonne donc à la porte de la pièce d'eau, et je fonce aussitôt sous la douche, goûtant avec un bonheur sans pareil le parfum du savon et la caresse des jets relaxants. Je m'y attarde même exagérément, comme si les nouvelles technologies thermales pouvaient nettoyer la part de noirceur enfouie dans mon âme. Néanmoins, je me résigne bientôt à sortir et m'essuyer. Tous les spas et les jacuzzis du monde ne pourraient rien pour moi, et je sais que d'ici quelques heures, l'arôme fruité de la crème de bain me tapera sur les nerfs et que je serai ravie de la sentir remplacée par l'effluve de ma propre sueur. Ma barbe pousse 3 fois plus vite que la normale, surtout en cette période de pleine lune, mais je prends malgré tout le temps de me raser de près. Je me brosse même les dents, pourtant d'une blancheur irréprochable. Tous ces petits gestes me ramènent progressivement dans la réalité des humains, mes semblables, et aident à apaiser la rage qui coule encore dans mes veines. Pourtant,
Quand j'examine le reflet de mon visage, j'ai la désagréable impression de contempler un étranger. Abandonnant les lieux, je passe dans la chambre que Hugo m'a allouée depuis des années, et dans laquelle je n'ai pas dormi une seule nuit. Je tire quelques vêtements de la penderie et de ma valise restée ouverte, puis achève de me préparer pour rejoindre mon hôte. Je salive déjà à l'idée du bacon frit et des œufs au plat. Mais, plus encore, mon esprit enfin réveillé s'interroge sur cette fameuse nouvelle piste. Il y a trop longtemps que je n'ai pas eu quelque chose de sérieux à explorer, quelque chose qui raviverait mes espoirs de mettre un terme à mon cauchemar personnel, qui, accessoirement, me permettrait d'empêcher l'apocalypse et la destruction de l'humanité. Bref, quelque chose à me caler sous la dent. Chapitre 2. Je m'appelle Rémi Tibergy, j'ai 38 ans et quelques mois déjà. Je suis célibataire depuis que c'est arrivé. Il y a 5 ans, 8 mois et 4 jours. Mais 70 lunes serait un calcul plus explicite. Je n'ai pas d'enfant. Je ne peux plus en avoir, semble-t-il, et ce n'est pas forcément dommage. Je mourrais de honte si je devais laisser mon horrible malédiction en héritage. J'ignore aussi quel sentiment ma part d'ombre pourrait nourrir à l'égard de cette progéniture. Je ne crois pas que la fibre paternelle puisse trouver place entre la bestialité et la fureur qui domine mon autre moi. De toute manière, je n'aurai jamais à en faire l'expérience. C'est ainsi, et ça le sera jusqu'à ce qu'il se produise un miracle, peut-être, un jour. Je gagne ma vie en écrivant des romans. Encore aujourd'hui, même si ce qui était autrefois ma passion a pris depuis une place différente dans mon esprit. Scientifique de formation, je me suis spécialisée dans les techno-thrillers, toujours à la mode, malgré l'écœurante avalanche d'heroic fantasy de ces dernières années. Je signe de mon nom en le précédant d'un PR, ce qui me fait passer pour un professeur et permet certaines anagrammes singuliers. Je n'y vois plus rien d'amusant aujourd'hui, mais c'est un peu devenu mon nom de scène. Même Van Helsing me présente comme le professeur Tibergy, lorsqu'il lui est impossible de m'éviter une rencontre. En dehors des membres du club, généralement plus réservés que la moyenne, les réactions sont toujours les mêmes. L'écrivain français? C'est votre livre qu'on vient d'adapter au cinéma, non? Oui, c'est bien moi. Ça alors, et que faites-vous à Londres pour préparer la suite? Veuillez me pardonner, je dois me retirer, je ne me sens pas très bien. Je vis ainsi, en recul des gens et du monde extérieur autant que possible. Je n'ai même pas assisté à la première de cette adaptation de mon roman. Quelques années plus tôt, j'aurais pourtant donné un doigt entier pour vivre un pareil moment de consécration. Mais tout cela me paraît désormais bien futile, et dangereux, du moins pour les malheureux qui se seraient trouvés à proximité de moi. Car même si les cycles qui gèrent mon existence semblent parfaitement réguliers, je n'ai aucune envie de connaître un jour la surprise d'un dérèglement, et de supporter le poids de ses conséquences. L'écriture recharge donc ma carte bancaire, ponctuellement, au gré des annonces de traduction et des relevés de vente inespérés. Je pourrais pourtant m'en passer. Van Helsing m'a plusieurs fois laissé entendre qu'il était disposé à prendre en charge tous les frais des chasseurs de son club. Je sais d'ailleurs que certains profitent allègrement de l'offre, ce que je me refuse à faire. Même si Hugo semble disposer d'une fortune colossale, ce qu'il accomplit pour moi à chaque nouvelle lune m'en fait déjà son éternel débiteur. L'hospitalité et l'amitié qu'il m'offre 4 jours par mois me sont plus précieuses que tous les euros et les dollars du monde. Par ailleurs, en dehors du produit financier qu'elle m'apporte, l'écriture me rappelle au quotidien que je fais bien partie de l'humanité, que je partage les craintes de mes semblables sur l'avenir, que je connais aussi la peur de l'inconnu, de l'oubli, de la mort, dans des proportions supérieures même que la plupart des hommes. Enfin, l'écriture est mon fil d'Ariane avec le passé. Elle est l'une des dernières choses qui me rattachent à ma vie d'avant. Elle est aussi à l'origine de tout ce qui m'est arrivé, le bon comme le très, très mauvais. Chapitre 3. Quand je rejoins enfin Van Helsing dans la cuisine, je le trouve penché sur un ordinateur portable, une tasse de thé fumant à la main. Il m'adresse un sourire, mais referme soigneusement l'appareil sur ses secrets, ainsi que je l'ai toujours vu faire. Je ne m'en émeus pas. Je devine qu'il cherche surtout à me protéger, à ne pas alourdir encore mon fardeau. Les destinées des autres membres du club, leur progrès ou leur victoire ne me concernent en rien. Nous poursuivons des proies différentes, après tout. Et s'il arrive à certains chasseurs de connaître une fin tragique, je préfère ne pas en apprendre les détails. J'ai besoin de croire à un happy end, un dénouement inattendu et jubilatoire, comme dans mes romans. Et ce, même si tout laisse présager le contraire. J'ignore comment Hugo parvient à supporter de telles responsabilités,
La pression qui pèse sur ses épaules doit être énorme, mais je ne l'ai jamais vu flancher. J'imagine pourtant qu'il gère de front, quotidiennement, une bonne dizaine de dossiers aussi complexes que le mien. Que faisait-il à l'instant même, sur son clavier? Communication avec un membre du club, passage de consignes à ses divers employés sur la planète, tentative d'infiltration d'un réseau ennemi, ou simplement consultation de la météo londonienne? Je ne le saurai jamais, sauf si Van Helsing voyait un intérêt à me l'annoncer lui-même. Mais quand il attrape le Times pour se plonger dans sa lecture, je comprends qu'il n'en a pas l'intention. Affamé, je m'attable sans tarder et dévore comme un ogre bacon, saucisses et poulet froid, le tout arrosé de grandes tasses de café fort. Seules les viandes et les œufs me font envie, mais une certaine mauvaise conscience me pousse à entamer un bol de céréales dont je laisse finalement la moitié. Hugo reste silencieux tout le temps de mon repas, tournant les pages de son journal en paraissant réfléchir à chaque article. Il ne mange rien ou s'est déjà servi pendant ma douche. Cette apparente abstinence fait aussi partie de ses secrets, tout comme l'identité de celui qui a dressé cette table. Je n'ai jamais vu un seul majordome à Bedlam, et pourtant, toutes les pièces utilisées par Van Helsing sont d'une propreté irréprochable. Mon estomac enfin apaisé, je pose mes couverts et m'étire longuement. Les douleurs du réveil ne sont déjà plus qu'un souvenir. Mon corps est à nouveau plein de force et de vigueur, davantage même que je n'en avais à l'âge de 20 ans. J'ai retrouvé tout mon esprit combatif, ma rage de vaincre, ma volonté d'en découdre avec l'ennemi. Je veux le traquer, l'adosser au mur et lui faire payer mes souffrances. Pour quelques heures au moins, je suis redevenu un chasseur motivé. Hugo m'adresse un sourire en coin par-dessus son journal. Il l'a très bien compris. Il n'attendait que ça. Moins de 5 minutes après, nous quittons la cuisine pour gagner la bibliothèque obscure. C'est là que je passe le plus clair de mes journées lorsque je suis à Londres. L'endroit fait partie intégrante de l'ancien Bethlehem Hospital, mais son décor est si particulier qu'en y pénétrant, j'ai à chaque fois l'impression de franchir une frontière. Il faut dire que Van Helsing a accordé une attention toute particulière à l'aménagement de ce secteur de son quartier général, sachant qu'il y séjournerait souvent. Ainsi, en plus de dizaines de milliers de livres rares, la pièce aux proportions exceptionnelles abrite également une multitude de plantes et d'arbustes, conférant au lieu une allure de jungle à la fois paisible et fascinante. Toute cette verdure prospère sous l'immense verrière blindée qui chapeaute l'ensemble et arrose la place d'une lumière naturelle. Disséminés dans le labyrinthe végétal, des fauteuils, des tables et des postes informatiques se proposent d'accueillir les privilégiés que Hugo autorise à entrer ici. Ils ne sont pas nombreux et tous font partie du club. Pour l'heure, il n'y a personne. Impossible de le vérifier d'un simple coup d'œil, mais je sais que Van Helsing fait son possible pour préserver mon isolement. S'il avait eu de la visite, il m'aurait averti. C'est ici que nous préparons nos sorties, que nous élaborons nos plans de bataille, que nous décidons où et quand nous pouvons engager le combat contre les monstres. C'est mon lieu de travail préféré, en tant que chasseur, et à l'idée de me pencher enfin sur cette fameuse nouvelle piste, je ressens des fourmillements dans tous les membres. Hugo me précède entre les rayonnages et les plans de grâce. Je devine qu'il va me montrer quelque chose, je me demande seulement quoi. Je devrais être blasé, m'attendre à tout, mais je redoute néanmoins d'être mis en face d'une nouvelle horreur. Les agents des ténèbres ont bien plus d'imagination qu'on ne le suppose, surtout quand il s'agit d'exprimer leur créativité sur leurs victimes. J'essaie de me préparer à affronter l'innommable, sans pouvoir m'empêcher de me rappeler d'autres preuves déjà passées dans mes mains. Des photos de scènes de crime, des boîtes contenant des restes humains, des enregistrements audio ou vidéo de carnage atroces avec des cris d'enfants par-dessus tout. Mais finalement, Hugo s'arrête devant un ordinateur allumé. « Lis » demande-t-il. Je n'avais pas attendu son invitation. Une main sur la souris laser, l'autre appuyée sur le dossier du fauteuil, je parcours la page internet avec un mélange de fébrilité et de circonspection. J'ai été déçu plus souvent qu'à mon tour, et je n'ai qu'une confiance très modérée dans les informations tirées du web. Malgré tout, j'avale les paragraphes avec un intérêt grandissant. L'ensemble est en anglais, mais ça ne me pose aucun souci. Il s'agit d'un article de Indian Express, un quotidien indien, de toute évidence. Il rapporte un fait divers advenu dans la ville d'Ahmadabad. On aurait retrouvé le corps d'un certain Paresh Bava dans son immeuble, en compagnie de 3 autres cadavres d'hommes non identifiés. Le journaliste précisait que ce Bava fréquentait des milieux religieux intégristes et que ceci expliquait peut-être la manière extrêmement violente et cruelle dont lui et les inconnus avaient été assassinés. D'après les premiers éléments de l'enquête, une violente bagarre avait opposé les victimes à un nombre inconnu d'agresseurs. Puis,
2 des hommes avaient été éventrés, le premier alors qu'il avait perdu connaissance, et l'autre tandis qu'il cherchait encore à résister. Le ou les meurtriers avaient alors utilisé les viscères des défunts pour entraver les 2 survivants avant de les torturer avec des objets tranchants, leur coupant tendons et ligaments, leur lacérant le visage, etc. Pour finir, Bava et le deuxième supplicié avaient eu la gorge arrachée et s'étaient vidés de ce qu'il leur restait de sang en quelques secondes. L'article concluait en soulignant le nouveau palier désormais atteint par les intégristes dans ce qui ressemblait de plus en plus à un concours d'ignominie. Par précaution, je survole le texte une fois encore, cherchant un détail qui aurait pu m'échapper. Puis je me redresse avec une expression mitigée. Alors demande Van Helsing. C'est peut-être une piste, oui, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une coïncidence. Ce ne serait pas la première fois. Hugo laisse un léger sourire monter sur ses lèvres, détail assez exceptionnel pour être mentionné. Puis il pose 2 doigts sur le clavier et actionne un raccourci, affichant un nouvel onglet du navigateur. Lis ça maintenant. Je plonge aussitôt vers l'écran plat. Il s'agit d'un blog, cette fois, celui justement d'un résident de l'immeuble où on a trouvé les corps. Son expression est maladroite, il mélange l'anglais avec des termes en hindi, mais j'arrive à comprendre l'essentiel. Dans son journal virtuel, l'homme raconte avoir entendu des grognements de bêtes fauves la nuit où les crimes ont été commis. Certains de ses voisins étaient même descendus avec l'intention de faire cesser le vacarme, mais, parvenus devant la porte de Bava, ils avaient renoncé par peur de voir un molosse leur sauter à la gorge. En revanche, après la découverte du drame, le blogueur avait entendu les enquêteurs parler d'affreuses morsures sur le corps des victimes. Et cet inconnu du bout du monde s'interrogeait légitimement sur l'absence de cette précision dans tout ce qu'il avait pu lire sur le sujet. En me relevant, je prends conscience du tremblement de mes mains. C'est effectivement une bonne, une excellente piste, la meilleure qui m'était offerte depuis longtemps. Et ma soif de chasse se transforme soudain en peur de l'affrontement. Je reste ainsi quelques instants à faire le tri dans mes émotions, puis je croise le regard déterminé de Van Helsing. Cela suffit déjà à me rendre mon courage, puis ma motivation se voit encore décuplée quand il ajoute. L'article date de 4 jours, cela veut dire qu'il peut être déjà dans n'importe quelle autre partie du monde. Nous devons tenter de remonter sa piste avant qu'elle ne s'efface d'elle-même. J'acquiesce avec conviction. Au travail.